Parfait. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Je vois qu'il y a des personnes qui commencent déjà à écrire sur le chat. Bonjour Noémie, bonjour Johan. Bonjour Johan. Ouais. Bonjour, parfait. Le son fonctionne bien? Ok, super. Super. Bon, s'il n'y a pas de Bonjour à tous problème et à toutes. technique, parfait. Donc, bonjour, bienvenue pour cette super, bonjour Christelle, bonjour Pauline, bienvenue à cette web conférence co-animée entre l'ADI et notre partenaire Legal Start, qui est un des pionniers sur les services juridiques en ligne. Donc bienvenue à toutes et à tous. La web conférence va démarrer dans 2 petites minutes. J'espère que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien également, surtout en cette période un peu spécifique. Je suis accompagné là du coup de Florent et de Kevin qui vont se présenter rapidement tout à l'heure, donc qui nous accompagnent aujourd'hui pour cette web conférence pour vous présenter les 4 étapes clés de la création d'entreprise. Ouais, tout à fait. Je me permets juste de me présenter du coup rapidement. Donc, je m'appelle Florent. J'ai pas de caméra. Je suis désolé. J'ai une connexion un petit peu hasardeuse, on peut dire, là où je suis confiné. Mais donc, pour me présenter, donc je suis business développeur et responsable des partenariats chez LegalStart, que j'ai rejoint il y a un peu plus de 2 ans. Et je suis notamment du coup responsable de l'animation du partenariat avec l'ADI, qui dure depuis aussi presque 2 ans, un peu plus de Ouais. 2 ans. Donc l'animation, l'organisation de ce webinaire par exemple, la mise en place de la promotion exclusive dont on va vous parler un petit peu plus tard en détail, etc., etc. Et je laisse Kevin se présenter. Du coup, salut tout le monde. Donc, moi, c'est Kevin. Je travaille également chez Legastart depuis un peu plus d'un an. Je suis formaliste et je suis co-responsable du pôle immatriculation. Donc, moi, je vais principalement du coup pouvoir vous présenter et répondre à vos questions sur la création de société et comment lancer du coup votre entreprise. Super, merci Florent et merci Kevin en tout Je cas vois pour juste votre Karine disponibilité. qui dit que le son ne fonctionne pas correctement et Jean-Claude qui appuie ça. C'était de mon côté que ça marchait pas bien? Ah, Alors, moi, j'ai l'impression que ça fonctionnait plutôt bien. Moi, je t'ai bien entendu, Florent, je t'ai bien Ouais, entendu pareil. aussi, Kevin. Alors, si vous avez des problèmes de connexion Internet, peut-être n'hésitez pas à couper tous les autres liens actifs que vous avez sur Internet. Ça peut prendre un petit peu de bande passante et ça peut causer des problématiques d'accès à Internet. Sinon, n'hésitez pas à éteindre et à redémarrer votre ordinateur ou parfois aussi à changer de navigateur Internet. Si vous êtes par exemple sur Firefox ou sur Google Chrome, en fonction, il peut y avoir peut-être quelques soucis de connexion Internet. ok. Bon. Dans tous les cas, n'hésitez pas à le dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu ou pas compris, on répétera sans aucun problème. Et également, si on va trop vite ou si vous souhaitez qu'on repasse sur un point, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Ouais, tout à fait. Super, je ne sais pas si Karine nous entend peut-être un peu mieux. N'hésitez pas du coup, alors parfois c'est aussi que le son n'est pas Ah, bien activé. N'hésitez pas peut-être Karine donc à éteindre et à réallumer peut-être votre ordinateur. vous fermez les autres onglets, ouais, peut-être. Ouais. Ça peut utiliser de la bande passante. Ouais. Alors, si on voit que les soucis, bon, ok, parfait. Mais visiblement, c'est peut-être un Ah, problème chez vous, Karine, effectivement. Et effectivement, ouais, peut-être éteindre ou rallumer la box. Comme ça, là, du coup, on aura fait la totale. Eh ben, très bien. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer cette web conférence. Jean-Pierre, du coup, ouais, pas mal sur les conseils. Donc, redémarrer votre PC, votre box, changer de navigateur ou changer de fournisseur Internet. On va peut-être avoir ça bientôt. Bon, parfait. En tout cas, si la plupart nous entendent et nous voient parfaitement, si je m'aperçois qu'il y a encore des soucis de connexion Internet, je couperai peut-être potentiellement ma caméra s'il y a vraiment un souci. Donc moi, je suis rebonjour à toutes et à tous. Donc je suis aussi Nadjera, je suis responsable des offres de services à l'ADI. Je travaille à l'ADI moi depuis maintenant bientôt 5 ans. Et donc à l'ADI, on a décidé de mettre en place toute une série de différentes webconférences pour vous aider
vous, porteurs de projets, à vous apporter un maximum de conseils, justement, en lien avec parfois nos partenaires. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui avec Legal Start et donc Florent et Kevin qui sont rendus disponibles pour pouvoir vous apporter les conseils qu'il vous faut pour pouvoir justement vous présenter les 4 étapes clés de la création d'entreprise. Bon, il y a différents éléments qu'on va voir aujourd'hui. Florent et Kevin sont présents aujourd'hui pour vous apporter leur regard d'experts sur notamment les formalités à l'issue de la période d'immatriculation. Donc là, aujourd'hui, on va surtout aborder les 4 étapes clés avant l'immatriculation. Et donc, je préciserai, enfin, c'est Kevin, du coup, qui présentera ensuite la fameuse étape clé de l'immatriculation de sa société. Donc, comme vous le voyez, vous avez un onglet, enfin, un outil de chat où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. On prendra un petit temps justement pour répondre à l'ensemble des questions ou, comme Kevin l'a précisé, pour repréciser peut-être certains éléments qu'on aurait peut-être précisé un peu trop rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement sur l'outil de chat. Encore une fois, du coup, merci Florent, merci Kevin de vous être rendu disponible. Et donc, on va pouvoir démarrer rapidement la webconférence. Juste un petit mot d'accueil de ma part pour vous présenter très rapidement ce que fait l'ADI. Donc, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Nous, on est une association et depuis 31 ans, on défend l'idée que chaque personne peut devenir entrepreneur, quel que soit son lieu d'habitation, ses origines, son niveau de diplôme ou ses ressources financières. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Et donc, depuis 31 ans, nous, à l'ADI, on a contribué au financement et à la création de près de 160 000 entreprises qu'on accompagne tout au long de leur projet, soit de création d'entreprise, soit de développement d'entreprise. Et donc, l'ADI, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de 1300 bénévoles et de 500 salariés présents partout en France. Donc on est également présent en Outre-mer. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes d'Outre-mer qui nous écoutent de là où ils sont. N'hésitez pas à le partager directement sur le chat. Et donc c'est un réseau d'à peu près 2000 personnes. Donc si on prend en compte les bénévoles et les salariés qui sont spécialistes des petites entreprises. Quand je dis petites entreprises, il n'y a rien de péjoratif à ça. C'est uniquement des entreprises qui sont souvent plutôt ce qu'on appelle des très petites entreprises, des personnes qui se lancent eux-mêmes pour créer leur propre emploi avec des besoins de financement relativement modestes, puisque nous, on propose, et donc c'est ce que je précise, c'est une solution globale pour toutes les petites entreprises sur 3 axes principaux. On propose à la fois des solutions de conseil, soit de l'accompagnement et de la formation en amont et après votre projet de création d'entreprise. On propose également des financements. C'est des microcrédits qui vont jusqu'à 10 000 euros pour votre projet de création ou de développement d'entreprise. Et puis, on propose également des solutions d'assurance, soit d'assurance professionnelle ou automobile, pour sécuriser au mieux le démarrage de votre activité. Et donc, bonjour à Jessica qui nous regarde depuis la Réunion. Bienvenue du coup aux personnes des Outre-mer qui nous écoutent et nous observent. Super, rebonjour Karine. Parfait. Donc, visiblement, la solution de redémarrage de Box et de l'ordinateur a visiblement fonctionné. Parfait. On est donc au complet. Et donc, petite précision, on est une 60aine de participants. Donc, n'hésitez pas encore une fois à réagir via le chat. Florent, je te laisse la parole du coup sur la présentation de Legal Start. Merci beaucoup aussi. Donc, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, de la même manière, je vais vous parler rapidement de Legal Start. Donc, tout à l'heure aussi l'a dit, nous sommes les pionniers dans tout ce qui est services juridiques en ligne. Nous sommes la première plateforme en France de services juridiques en ligne. Et comment ça se concrétise? Tout simplement, la promesse de Legal Start, c'est de permettre à un entrepreneur, que vous soyez entrepreneur individuel ou chef d'entreprise, de TPE, de PME, c'est de vous permettre de gérer et de dématérialiser l'ensemble de vos démarches administratives, juridiques et comptables directement en ligne sur notre plateforme, au lieu d'aller directement dans par exemple, les chambres de commerce, chambres de métier ou chez des avocats. En quelques chiffres sur Legal Start, donc c'est une startup qui s'est créée en 2014, donc on a un peu plus de 6 ans maintenant. On a accompagné plus de 100 000 entrepreneurs, c'est presque 150 000 aujourd'hui, et on est une équipe aujourd'hui de 100 personnes.
une centaine de personnes qui sont divisées en différents secteurs. Pour le juridique en particulier, il y a une cinquantaine de juristes qui travaillent à plein temps chez LegalStart et qui s'occupent justement de toutes les formalités d'entreprise, de création d'entreprise, de modification d'entreprise de nos clients. Et c'est une équipe dont Kevin fait partie, justement. Et pour revenir sur LegalStart, donc on est présent dans tous les territoires. C'est le principe même d'une plateforme d'une plateforme de services juridiques en ligne. Donc dans tous les territoires, que vous soyez à Paris ou dans n'importe quel département français et même outre-mer, et dans tous les secteurs d'activité. Donc nous ne sommes pas focalisés uniquement sur, comme beaucoup de personnes peuvent le croire au premier abord, les startups parisiennes de l'écosystème parisien. Nous accompagnons tout type d'entrepreneurs dans tout secteur d'activité. Il n'y a aucune restriction géographique ou d'activité pour qu'on puisse vous accompagner dans votre activité. Voilà, moi je repasse la parole à Austin. Je reviendrai plus en détail ensuite juste sur les services en particulier. J'ai pas voulu en parler tout de suite. Je préfère en parler après la présentation de Kevin sur les formalités d'immatriculation de société. Super, merci, merci Florent. Et effectivement, une précision du coup suite à la question d'Evelyne, on vous enverra bien évidemment le support de la présentation pour que vous puissiez y accéder et le relire tranquillement à tête reposée depuis chez vous. Et puis d'ailleurs, on a eu un petit message visiblement de Mélanie. Oui, je viens de voir. Merci beaucoup Mélanie. Ouais. Ça répond à l'ensemble de ces questions, donc c'est super. Pour ceux qui se posent des questions plus sur LegalStart et vraiment nos services, pas de panique. Bon, c'est un grand mot, mais j'y reviendrai vraiment en détail par la suite sur comment nous accompagnons les entrepreneurs au quotidien et quelles sont les prestations de services qu'on propose en détail et dans le cadre du partenariat avec l'ADI notamment. Ouais, voilà. Parfait, merci Florent. Effectivement, on en parlera du coup en dernier point de notre présentation d'aujourd'hui. Donc très rapidement, le programme de cette webconférence, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est je vais vous faire deux petits points plutôt introductifs, très brefs sur de la sensibilisation très précise par rapport à la création de votre entreprise. Moi, j'ai un message très clair aujourd'hui à vous faire passer, c'est ne restez pas seul. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est important de vaincre l'isolement lorsque vous créez votre projet. C'est important de vous entourer soit de votre réseau, de personnes dans votre entourage ou autre, mais aussi de structures qui sont professionnelles de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, je vous en parlerai brièvement tout à l'heure. On parlera bien évidemment des différentes étapes clés de la création d'entreprise puisque c'est l'objectif de cette webconférence. Et puis enfin, on parlera des différentes offres à la fois de l'ADI et puis de LegalStart, notre partenaire. Donc très rapidement, moi comme je le dis, aujourd'hui le message, s'il y a un message peut-être potentiel à retenir aujourd'hui, c'est qu'il est essentiel pour vous de vous faire accompagner lors de votre projet de création d'entreprise. Pour X, Y raison, hein, de manière générale, mais globalement, c'est que ça permet de ne pas être seul dans votre projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de pouvoir avoir une personne qui justement vous challenge sur les différentes stratégies que vous allez mettre en place ou sur votre projet ou par rapport à d'autres éléments. Donc, c'est important justement que vous ayez une personne un peu ressource, soit un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise, soit une autre structure qui vous accompagne justement dans ces démarches, puisque ça vous permettra à la fois de gagner du temps en ayant accès à des informations qui soient le plus précises possible et pas d'avoir à chercher, à passer énormément de temps à faire des recherches sur différents sites Internet. Ça vous permet aussi d'éviter les différents pièges de la création d'entreprise qu'on constate, hein, qu'on remarque de temps en temps. Et je suppose que à LegalStart, c'est un peu la même chose chez vous, Florent et Kevin. Et puis, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi important de pouvoir confronter votre projet à un regard extérieur et surtout de ne pas avancer seul. Oui, et en même temps, là-dessus, effectivement, sur les pièges, le principal élément auquel les gens ne pensent pas souvent, ce sont les différentes interactions avec les administrations qui sont souvent très compliquées et qui partent un petit peu dans tous les sens. C'est toujours bon d'avoir un expert là-dedans pour vraiment avoir un interlocuteur initié à ce genre d'administration et échange. Ouais. Et merci Kevin, effectivement, et c'est encore, et en fait,
on s'aperçoit, nous, à l'ADI, hein, que c'est encore plus essentiel sur cette période actuelle par rapport à toutes les mesures de confinement qui sont prises par le gouvernement, par rapport à toutes les mesures d'aide qui sont proposées. C'est important aussi d'avoir effectivement accès à un expert qui peut vous préciser de manière précise d'ailleurs, les différentes conditions d'éligibilité, etc. Et ça vous permet quand même globalement de gagner du temps et surtout, encore une fois, de ne pas rester seul dans votre projet. Et surtout, encore une fois, ce qui est important à retenir, c'est que les entreprises qui sont accompagnées ont un taux de réussite, un taux de pérennité, comme on appelle ça comme ça, qui est plus important que les personnes, que les entreprises en tout cas, qui ne sont pas accompagnées. Donc ça, c'est encore plus essentiel si vous souhaitez avoir un projet qui dure dans le temps. C'est important effectivement de pouvoir être accompagné dans votre démarche. Je fais un petit tour sur le chat. Je vois, Karine, que vous avez encore une problématique d'accès là à la webconférence. Je vais vous communiquer un numéro de téléphone pour celles et ceux qui ont vraiment du mal à nous entendre. Vous avez la possibilité de nous rejoindre via le téléphone. Alors malheureusement, du coup, vous n'aurez pas la vidéo, mais je vous communique le numéro de téléphone pour pouvoir y accéder et potentiellement contacter ce numéro. Et puis, il faudra rentrer un identifiant pour accéder à la salle, qui est celui-ci. Donc normalement, ça devrait pouvoir fonctionner un peu mieux, mais je suppose que vous n'aurez plus la possibilité ensuite de réagir via le chat, Karine. Ah super, bah Carole du coup qui visiblement. Alors Karine, vous avez la possibilité de contacter ce numéro de téléphone que j'ai mis sur le chat en composant le code 936, ensuite 274 139. Alors, je poursuis du coup sur la présentation. Donc, c'est important effectivement de se faire accompagner dans sa démarche et c'est aussi essentiel parfois de pouvoir se faire accompagner même dans le financement de votre projet de création d'entreprise et c'est même aussi parfois plus important de pouvoir, enfin de financer son projet de création d'entreprise en sollicitant différents organismes qui existent actuellement plutôt que d'utiliser son épargne. Moi, je recommande beaucoup. J'ai été pendant 2 ans et demi conseiller à l'ADI dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Je recommandais beaucoup aux personnes qui avaient de l'épargne de garder leur épargne du mieux possible et d'emprunter plutôt de l'argent soit auprès des banques, soit auprès d'organismes de financement comme l'ADI ou comme Initiative France. Pourquoi? Parce que c'est toujours important d'emprunter quand ça va bien, quand on est dans un projet de création d'entreprise. Ça vous laisse l'occasion, en plus de ça, du coup, de confronter votre projet à un regard extérieur et d'être accompagné ensuite. Et surtout, ça vous permet de garder de la trésorerie et donc de garder votre épargne uniquement lorsque vous aurez un réel souci de trésorerie si besoin, et donc de garder l'argent de votre entourage personnel, de la famille, des amis, uniquement en cas de coup dur, et donc de solliciter déjà dans un premier temps, lorsque vous créez votre entreprise, plutôt des financements externes type banque ou organisme de financement, de garder au mieux possible la mobilisation de votre entourage et puis l'épargne que vous avez mis de côté, pour pouvoir utiliser potentiellement ces fonds uniquement lorsque vous aurez réellement besoin de trésorerie. Parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'un projet de création d'entreprise, ça prend parfois un peu de temps et que donc même après avoir créé son entreprise, sur les premiers mois d'activité, généralement les chiffres d'affaires sont relativement bas et donc c'est important d'avoir un minimum de trésorerie à côté pour pouvoir tout simplement prendre en charge les dépenses courantes de la vie, type le loyer personnel, l'alimentaire, etc. Et donc, c'est important de garder au mieux possible une réserve de fonds à titre personnel. Et enfin, le fait de solliciter des emprunts extérieurs, ça vous permet aussi de ne pas passer à côté de dispositifs de financement ou d'aide à la création d'entreprises qui peuvent exister ici et là et qui parfois permettent justement d'accéder à des dispositifs de prêt à 0% ou parfois à certaines primes au niveau régional. Donc ça, c'est un point un peu clé. Et donc, on va pouvoir là vous présenter très rapidement
là, c'est plutôt le schéma global et on va ensuite détailler l'ensemble des différentes étapes. Donc, on va voir ensemble les étapes de la création de votre entreprise, donc qui sont au nombre de 4. On aurait pu en faire un peu plus, mais globalement, on a décidé de les recentrer de cette manière. La première étape, et donc là, je vais en parler très rapidement et on va détailler les étapes ensuite. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle tout simplement de passer de l'idée au projet. Donc, c'est là où on va définir tout simplement le projet. La deuxième étape, c'est l'étape de l'étude commerciale. C'est là où on va s'assurer qu'il y a une réelle demande par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place et que donc, du coup, le marché a une attente spécifique par rapport à votre projet. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'étude financière. Donc, c'est là où on va s'assurer que après s'être assuré que notre projet va répondre à une demande du marché, on va ensuite pouvoir s'assurer qu'on va pouvoir vivre de ce projet-là. Donc, on va étudier la viabilité financière de notre projet. Et enfin, à l'issue de cette étude à la fois de définition du projet, on a bien obtenu son idée, on sait exactement ce qu'on veut en faire, on a étudié son marché, on a étudié si on allait pouvoir en vivre, on va ensuite réaliser ce qu'on appelle l'étude juridique et financière, et c'est donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on va se poser la question du statut juridique le plus adapté à ma situation. Beaucoup de personnes viennent souvent nous voir à l'ADI en se disant bon, ben, en fait, l'étape 4 sur le statut juridique, c'est la première des étapes. Il faut absolument que je me renseigne sur la SASU, la micro-entreprise, etc. Alors, c'est bien de chercher des informations sur les statuts, mais c'est un peu voir les choses, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, c'est plutôt important de d'abord creuser sur son étude commerciale et l'étude financière. Et uniquement à partir de ce stade-là, on va pouvoir justement définir quel est le statut juridique le plus adapté à ma situation personnelle et puis surtout à mon projet. C'est surtout pour ça qu'on a besoin de faire cette étape uniquement à la fin. Et puis ensuite, après ce moment-là, se pose la question de l'immatriculation et puis de la réalisation des démarches administratives. Je suppose qu'on est sur la même longueur d'onde, Kevin et Florent. Ouais, Oui, tout à fait. Ouais. Malik qui pose une question du coup, où trouve-t-on tous les dispositifs de financement? Alors Malik, on a une fiche pratique nous à l'ADI qui s'intitule Où trouver de l'aide pour la création de mon entreprise, qui liste à la fois tous les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise et puis les réseaux de financement à la création d'entreprise. Je vous mets la fiche pratique directement ici pour que vous puissiez y accéder et avoir une vue un peu globale sur ces réseaux-là. Pas de quoi, Malik. Du coup, sur l'étape 1, très globalement, donc sur la phase de définition du projet, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est au niveau de cette étape qu'on va s'assurer que notre projet, il est totalement cohérent avec notre parcours professionnel. Il est cohérent avec les compétences que j'ai déjà acquises. Et si justement je dois développer de nouvelles compétences, bah, c'est à ce moment-là que justement je vais devoir me dire, avant de passer à l'étape 2, 3 et 4, bah, je vais peut-être devoir me former ou je vais devoir peut-être potentiellement développer d'autres compétences pour m'aider à mettre en place ce projet. Donc, ça peut potentiellement allonger un peu le lancement du projet de création d'entreprise. Il faut repréciser aussi, bien évidemment, l'idée sur laquelle on s'est arrêté. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va potentiellement, à l'issue de cette phase, en tout cas, réfléchir potentiellement à la réglementation de notre projet. C'est entre l'étape 1 et l'étape 2. Je vous donne un exemple très, très simple. Beaucoup de personnes viennent nous voir en se disant qu'elles ont envie d'être chauffeur VTC, par exemple. Sauf que, bah, effectivement, pour être chauffeur VTC, il faut avoir une capacité de transport pour pouvoir exercer cette activité. Donc ça, c'est quand même un préalable, globalement, à l'exercice de cette activité. Deuxièmement, pour pouvoir réaliser cette activité, donc il y a l'aspect réglementaire, mais il y a aussi le fait qu'il est très important pour la personne qu'elle ait une expérience minimale
sur le fait de conduire un véhicule sur une période relativement longue, parce que globalement, les chauffeurs VTC doivent rester 8 à 10 heures par jour dans leur véhicule. Et donc, c'est des personnes qui doivent tout de même apprécier la conduite quotidienne et la relation clientèle. Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte. Autre exemple, une personne qui veut se lancer dans le BTP, par exemple, dans les bâtiments travaux publics, qui veut être plombier ou électricien, il y a également des réglementations à prendre en compte. Et donc, un plombier doit avoir un diplôme pour pouvoir exercer son activité de manière indépendante, ou elle doit avoir exercé cette activité pendant X années à titre salarié. Et donc, sans ça, elle n'est pas en mesure d'exercer cette activité. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va se dire, tiens, quelle est la réglementation que moi je dois respecter pour exercer cette activité. Et donc, à partir du moment où on s'est assuré de tous ces éléments-là, on va pouvoir passer à l'étape 2 de la création de notre projet de création d'entreprise. Et c'est là où on va se poser toutes les questions autour de l'environnement, du marché de notre projet. Donc, la réglementation, on en a déjà un peu parlé. Donc, c'est comme je disais, entre la phase 1 et la phase 2. Le point assez essentiel quand même, c'est très important parce que si demain vous allez créer votre entreprise, ça veut dire que vous visez potentiellement des clients. C'est quand même important de voir quelle est votre clientèle cible, d'essayer de les chiffrer un minimum pour voir si ça correspond, si votre projet va répondre aux besoins d'une à deux personnes ou ça va plutôt correspondre à un besoin de 50 personnes tous les mois. Ce ne sera pas forcément la même chose. Et donc, en fonction de ça, le tarif de vos prestations ne va pas forcément être les mêmes. Du coup, d'essayer de lister au mieux possible vos clients et donc surtout de les définir. Ça doit pratiquement être quelque chose que vous connaissez presque par cœur. Face à vos clients, moi je mets beaucoup, et ça souvent les personnes oublient, d'analyser également les concurrents. Et ça, c'est presque aussi important d'analyser votre clientèle que d'analyser vos concurrents. C'est important de savoir combien ils sont dans la zone dans laquelle vous exercez, d'essayer de voir qui ils sont, donc d'essayer d'en analyser 3, 4, 5, et du coup, surtout, en fait, grâce à cette analyse de la concurrence, vous allez être en mesure, justement, de voir comment vous allez pouvoir vous démarquer. Je ne sais pas, par exemple, vous souhaitez vous lancer dans la restauration. Si vous souhaitez vous lancer dans la restauration, c'est important de réfléchir à tous les restaurants qui sont autour de votre lieu d'implantation à 2 km à la ronde pour pouvoir voir justement comment se comportent vos concurrents, quels sont les besoins de votre clientèle. Et justement, par rapport à l'analyse de vos concurrents, vous allez pouvoir vous dire, bah, tiens, quel est le manque en matière de restauration par rapport à cette zone-là. Est-ce que ça vaut le coup que j'ouvre, je ne sais pas, un restaurant japonais alors qu'il y a déjà une vingtaine de restaurants japonais dans le secteur? C'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ou peut-être que dans ce cas-là, il faudra réfléchir à ce qu'on appelle la zone de chalandise, et donc la zone dans laquelle mon projet va avoir une influence très précise. Et donc, dans ce cas-là, si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de concurrence sur un secteur, alors soit il y a une demande qui est assez forte pour pouvoir permettre d'implanter un 21e restaurant japonais, soit sinon, je me questionne et je me dis, bah tiens, quels sont les endroits où il n'y a pas beaucoup de restaurants japonais? Et donc, je me questionne sur la zone de chalandise dans laquelle mon projet aura son influence. Autre élément important dans cette étude commerciale qui permet de valider si mon projet répond à une demande bien précise, c'est important aussi de définir si vous allez avoir des fournisseurs. Bon, ça répond plutôt à des personnes qui sont dans des activités plutôt commerciales, dans des projets d'achat-revente notamment. Mais c'est important du coup de lister vos fournisseurs, de savoir qui ils sont et surtout quels sont les prix qui vont potentiellement vous pratiquer, parce que de là va définir vos prix de revente, la marge que vous allez devoir réaliser, et ça répond encore une fois au prix auquel vos futurs clients sont prêts à mettre pour pouvoir bénéficier de votre service ou de vos produits. Donc ça, c'est vraiment très important et
Et beaucoup de personnes bâclent un peu cette étude commerciale. L'étude commerciale, hein, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché, mais c'est vraiment essentiel de pouvoir réaliser cette étude de manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette étape-là que vous allez passer à l'étape numéro 3, à l'étape donc de l'étude financière. Si vous n'avez pas bien réalisé cette étude, vous n'allez pas être en mesure justement de savoir si vous êtes potentiellement, si vous avez un projet qui sera relativement viable. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir définir si vous avez, par exemple, je ne sais pas, 10 clients par jour pour acheter un produit à 20 euros, l'unité. C'est grâce à ces éléments-là que vous allez pouvoir, donc, comme je le dis, construire votre étude financière. Avant de passer peut-être à l'étape 3, je vois que j'ai une question de Laura. Si on veut ouvrir une pâtisserie, mais qu'on n'a pas trouvé de local, comment faire son étude? Alors, Laura, vous pouvez tout simplement, déjà, dans un premier temps, alors, à mon sens, vous n'êtes pas forcément déjà dans l'obligation de vous installer en tant que pâtissière à travers un local. Vous avez aussi potentiellement la possibilité de tester un peu votre activité en faisant de la vente directement à domicile. Ça peut être quelque chose de possible. Après, effectivement, si vous n'avez pas immédiatement trouvé votre local, peut-être que vous pouvez déjà, au minimum, vous commencer à vous renseigner sur la réglementation, sur vos fournisseurs, puisque ça, potentiellement, d'un endroit à l'autre, a priori, ça devrait pas changer énormément. Votre clientèle, du coup, ça, c'est quand même important de savoir quelle est la clientèle un peu cible. Mais effectivement, si vous souhaitez absolument vous installer dans un local, il y a deux éléments qui seront essentiels pour finaliser votre étude commerciale. C'est la zone de chalandise, c'est-à-dire là où vous allez implanter votre entreprise, et puis l'analyse de vos concurrents. Mais de là va aussi de votre lieu d'implantation va aussi découler la clientèle impossible que vous souhaitez viser. Si par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez faire de la pâtisserie plutôt haut de gamme, est-ce que vous allez plutôt vous installer dans des quartiers où les personnes ont des revenus plutôt modestes? Je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de pertinent. Mais en gros, en fonction de votre produit, de votre projet, et c'est en ce sens-là que l'étape numéro 1 est aussi essentielle. Si, comme je le dis, hein, du coup, vous partez plutôt sur de la pâtisserie haut de gamme, bah de là va découler justement votre décision sur le lieu d'implantation, etc. Donc, c'est important aussi de vous poser la question de quel est le produit réellement que vous souhaitez vendre et quel est le projet d'entreprise que vous souhaitez avoir. Donc, pour moi, vous pouvez quand même démarrer et poursuivre votre étude commerciale, mais c'est peut-être une bonne chose, effectivement, de commencer à réfléchir à des pistes de lieux d'implantation pour pouvoir finaliser vos études. On a Fazina pour un business en ligne. Est-ce que la zone de chalandise compte? Alors, Fazina, là-dessus, sur la zone de chalandise sur Internet, pour moi, elle compte aussi également, puisque de là, en fonction de ce que vous allez, là où vous allez, le site Internet que vous allez mettre en place ou potentiellement la vente sur les réseaux sociaux, de là, justement, va potentiellement découler plutôt votre public cible. C'est quand même important. C'est pas aussi essentiel que lorsqu'on a un local, effectivement, mais c'est quand même important de se poser la question de encore une fois, la zone de chalandise, c'est plutôt la zone d'influence de mon projet. Je ne sais pas, par exemple, je vous donne un exemple peut-être précis et peut-être qu'en fait, Legal Start, c'est aussi un exemple. Hein. Legal Start, c'est principalement des formalités juridiques en ligne. Bon, vous me coupez à Kevin et Florence si je dis une bêtise, mais ils ont quand même une mini-zone de chalandise dans le sens où bah, ils vont devoir mettre un maximum de contenu pour avoir des référencements sur Internet qui soient bien positionnés, faire, je sais pas, de l'échange de partenariats de contenu pour qu'ils puissent aussi être visibles en dehors de leur site Internet, etc. Bon, Florent, Kevin, peut-être que vous pourrez mieux parler de Legal Start que moi sur votre zone de chalandise, mais je pense que ça reste quand même quelque chose d'important. Non, c'est ça. Dans tous les cas, la zone de chalandise, elle reste non plus géographique du coup, mais va plutôt concerner les différentes personnes qu'on cherche à toucher, les différents types d'entrepreneurs, par exemple. Donc, il y a quand même une étude
une étude de la clientèle à effectuer et une étude du marché. Yes, Ouais, merci tout à fait. Kevin. Merci Florent pour le complément. C'est plus clair comme ça, quoi. Alors, on a Monsieur Cravate qui pose la question, faire du conseil sur les vins est-elle une activité réglementée? Alors, je suis pas un expert des activités réglementées, Monsieur Cravate. Moi, je vous conseille de faire vos recherches sur Internet. Vous Alors, avez peut-être à ma connaissance, ce n'est pas une activité réglementée. En tout cas, il n'y aura pas de justificatif particulier à fournir, mais c'est toujours bien de se renseigner, effectivement, au cas où. Ok, merci Kevin. N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions sur le chat. Et donc, je poursuis la présentation sur l'étape 3. Donc l'étape 1, on a bien défini le projet, on a vu à quel point c'était quelque chose d'essentiel, puisque de là, justement, va découler l'étude commerciale. Donc l'étape numéro 2, on va pouvoir justement se dire quel est le public cible qu'on va viser, quelle est la zone d'influence de notre projet, quels sont nos concurrents, quelle est la réglementation et qui sont nos fournisseurs. Et donc à partir de cette étape numéro 2, va découler l'étape numéro 3, c'est l'étude financière de votre projet. Et en gros, c'est là où on va s'assurer que votre projet est quelque chose il y a un projet qui est viable. À partir de cette phase, en fait, on va commencer à construire des outils, 3 outils principaux qui sont les suivants. Et en fait, chaque outil va répondre à une question très précise, très basique. On a ce qu'on appelle le plan de financement. En fait, le plan de financement, c'est rien d'autre qu'un budget. Un budget à un instant T pour pouvoir vous aider à définir, à définir vos besoins pour pouvoir créer votre entreprise. Donc, ça répond tout simplement à la question de quoi ai-je besoin pour démarrer. Et donc, à partir de ce moment-là, on prend le même mécanisme que lorsqu'on va faire ses courses. On fait une liste des courses. On se dit qu'on a besoin d'un véhicule, on a besoin d'un peu de stock, potentiellement d'un stand si on est commerçant ambulant, par exemple. Donc, c'est là où on chiffre tous nos besoins. Et face à ces besoins, donc, on met bien évidemment des chiffres. N'hésitez pas, du coup, à réaliser des devis à ces moments-là pour essayer d'avoir un budget qui soit le plus précis possible et qui soit le plus proche de la réalité possible, surtout. Et il y a un point essentiel, c'est que vos ressources doivent être équilibrées, enfin vos besoins, pardon, doivent être équilibrés avec vos ressources. Vos ressources, c'est ce que vous mettez sur la table pour pouvoir financer votre projet de création d'entreprise. Donc, soit vous les financez avec votre argent personnel, ce que je ne recommande pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, soit c'est de l'emprunt que vous allez réaliser, soit auprès de l'ADI, soit auprès d'autres organismes de financement, ou bien des banques pour ceux qui ont accès au crédit bancaire. Euh, Là-dessus, encore une fois, je reviens juste sur le chiffrage des besoins. C'est important de raisonner sur ce dont vous avez réellement besoin. Il ne s'agit pas de faire une liste au Père Noël en se disant bon bah tiens, ce serait cool d'avoir le dernier iPhone pour pouvoir exercer mon activité. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir un entre-deux avec des téléphones portables qui soient par exemple à des tarifs un peu moins élevés si jamais vous avez besoin par exemple d'avoir un téléphone portable pour démarrer votre activité. Donc c'est important derrière de chiffrer les besoins mais que ce soit le plus réaliste possible et si possible le moins élevé possible derrière pour que vous puissiez ensuite solliciter d'éventuels emprunts auprès d'organismes spécifiques. Là-dessus, moi, mon conseil très pratico-pratique, c'est d'avoir un besoin qui soit le plus précis possible. Et c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à aller solliciter des devis pour avoir, si besoin, pour avoir des informations très précises. Parce que parfois, du coup, elle a dit, des personnes viennent nous voir en disant, moi, j'ai besoin d'un microcrédit de 6 à 8 000 euros. Mais à vous de me dire quel est réellement mon besoin. Moi, ça me rassure plutôt d'avoir une personne qui me dit j'ai besoin très précisément de 7 500 euros pour ceci, pour cela, etc. Parce que ça va me conforter dans l'idée que la personne a réellement fait un travail de recherche sur quels sont mes besoins. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça très précisément. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Avant de passer peut-être au deuxième outil, je vais regarder rapidement ce qui se dit sur le chat. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une question de Gauthier qui demandait si LegalStart pouvait accompagner dans la réglementation et les normes de la future activité. Donc Kevin a un peu répondu
dans le chat. Donc tout à fait, on peut vous accompagner dans la création de votre société, tout ce qui est relatif aux formalités, documents. Également, en fait, en amont de ça, sur LegalStart, vous avez un espace de fiches pratiques, un espace de contenu qui est disponible gratuitement et en fait, qui fonctionne par recherche de mots-clés. Donc il y a à peu près 2500 fiches maintenant et vous pourrez trouver potentiellement l'information que vous cherchez là-dessus. Et en aval de ça, on se propose aussi de vous donner plus d'informations plus qualitatives et plus personnalisées à travers nos juristes. Donc, on a une équipe de juristes en interne avec qui vous pouvez échanger au téléphone, soit en une fois lors d'un entretien de 30 minutes, qui est une prestation qui est chiffrée à 15 euros, soit tous les mois, vous pouvez échanger avec des juristes de LegalStart si vous souhaitez vraiment bénéficier d'un accompagnement, on va dire, plus personnalisé avec un juriste dédié. Voilà. Mais donc oui, dans tous les cas, que ce soit au travers d'une prestation ou au travers de la documentation gratuite ou nos agents, nos experts en création d'entreprise que vous pouvez appeler gratuitement, on vous accompagne dans la création juridique et les formalités de constitution de votre société. Super, merci Florent. Et du coup, j'ai une question, je crois, d'Estelle. Je veux créer une boutique de troc de vêtements. Je ne sais pas s'il y a une réglementation spéciale, je ne sais pas où me renseigner. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de réglementation spécifique sur du troc de vêtements. Je ne sais pas si vous avez une information. Non, il n'y a pas besoin non plus d'agrément ou autorisation préalable pour cette activité. Super. On a Sophie, du coup, je souhaite faire de l'intervention sociale à l'aide de la médiation animale. Comment savoir à partir de seulement la page Facebook? Comment savoir à partir de seulement la page Facebook, je peux considérer une personne qui a une ferme pédagogique itinérante, mais qui va dans des EHPAD peut être considérée comme une concurrente? Alors ça, pour moi, ça va plutôt être une concurrence indirecte. Dans ce cas-là, j'ai peut-être pas très bien perçu la question, mais ça va être une concurrente peut-être un peu indirecte qui va peut-être pas forcément toucher soit votre projet directement, soit qui n'intervient pas directement dans votre zone. Mais ça reste intéressant à suivre cette personne et à analyser la manière dont elle réagit et elle interagit surtout avec ses clients pour en faire aussi une source d'inspiration. Un élément que j'ai pas précisé dans l'analyse de la concurrence, c'est que ça peut être aussi une méthode pour vous inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. Alors, Brian, quel est le pourcentage d'apport personnel par rapport au capital pour garantir un emprunt auprès des institutions? Nous, à l'ADI, en tout cas, on ne demande pas nécessairement aux personnes d'avoir un apport personnel pour financer votre activité. Donc, vous pouvez aussi nous solliciter directement sans apport. Donc, c'est quelque chose de possible. Après, effectivement, certaines banques vont quand même solliciter un minimum d'apport personnel pour pouvoir vous financer. Pour celles et ceux qui sollicitent plutôt les banques, sachez qu'il existe des mécanismes de prêt d'honneur, donc ce qu'on appelle des prêts à 0%, des prêts sur l'honneur, hein, pas des prêts d'honneur de dons, qui vous permettent justement de faire effet levier pour lever plus facilement des prêts bancaires. Alors, je vous propose peut-être juste, avant de poursuivre sur le chat, je vais finaliser peut-être les différentes étapes et je laisserai ensuite la parole à Kevin et je pourrais peut-être répondre aux questions via le chat en répondant aux questions, en répondant directement moi-même aux questions via le chat. Donc, si ça vous va, je poursuis. Tu as encore une slide après, Austin, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, du coup, j'aurai 2 slides et du coup, comme ça, moi, je pourrais répondre aux personnes sur le chat. Très bien. Le temps avance, ça marche. Yes. Donc, le deuxième outil de financement pour l'étude financière, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat ou un prévisionnel financier. Comme son nom l'indique, ce sont des prévisions financières, donc ce n'est pas des choses qui sont figées. Ça vous permet juste de vous projeter et de répondre surtout à cette question, est-ce que je vais gagner de l'argent? Ça permet surtout de vérifier si le chiffre d'affaires que vous allez réaliser couvre l'ensemble de vos charges, soit fixes, soit variables, et de s'assurer que vous allez tout simplement gagner de l'argent, parce que je suppose que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous souhaitez créer votre entreprise, c'est de gagner de l'argent. Le troisième outil qui devra être présenté, alors notamment lorsque vous sollicitez un prêt bancaire, c'est ce qu'on appelle le plan de trésorerie. En fait, ça, c'est tout simplement, ça permet de répondre à la question de vous assurer que vous allez toujours avoir de l'argent à la banque tous les mois. En fait, c'est comme si c'était des prévisions financières sur l'ensemble des mois à venir pendant 3 ans et ça permet de prévoir les entrées et les sorties d'argent tous les mois
pour vous assurer que vous ne vous retrouverez pas à sec et donc vous ne risquez pas aussi le découvert potentiel. De ce document, c'est assez important parce que ça va définir quel est votre besoin en fonds de roulement, donc votre besoin de trésorerie. Et ce besoin de trésorerie, il devra dans ce cas-là être intégré dans votre plan de financement pour vous assurer que justement, vous n'allez pas être à sec dès le deuxième ou troisième mois de la création de votre entreprise. Donc ça, c'est des outils assez essentiels. Donc sachez que ça, c'est des outils que vous devez potentiellement présenter auprès de la banque si jamais vous sollicitez un emprunt bancaire. Nous, à l'ADI, on ne demande pas nécessairement ces outils. On a la possibilité de vous accompagner dans vos démarches pour pouvoir les réaliser. Mais donc, on ne les demande pas nécessairement, mais en tout cas, si vous demandez un prêt bancaire, c'est essentiel de le faire. Et d'ailleurs, est-ce que vous, Legal Start, Kevin, Florent, vous accompagnez sur la réalisation des prévisionnels financières? Non, pas pour l'instant. On est vraiment positionné sur tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais des étapes, l'étape 4 qui arrive, donc après les 3 premières étapes, voilà, exactement. Même l'étape 5, en fait. Nous, on va vraiment être positionné étape 4 et 5, avec, par contre, comme je disais tout à l'heure, du contenu donc gratuit qui parle vraiment, enfin, très certainement des problématiques évoquées juste avant. Mais nous-mêmes, en tant qu'experts, notre expertise, elle se situe vraiment dans les formalités, dans le juridique, l'administratif. Ok, merci Florent pour ce complément. Voilà. Et donc, du coup, après avoir réalisé ce travail du coup d'étude commerciale, de définition de définition de votre idée, d'étude commerciale et d'étude financière, vous pouvez seulement à ce moment-là vous poser la question du statut juridique qui est le plus pertinent pour votre projet et pour votre situation personnelle. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez vous poser ces questions-là en fonction vous posez des questions par rapport au régime fiscal auquel vous allez être attaché, le régime social auquel vous allez être rattaché. Donc ça, c'est l'ensemble des cotisations sociales que vous allez verser. Le régime fiscal, c'est l'ensemble des cotisations fiscales que vous allez devoir verser. Et puis, vous posez les questions en matière de statut juridique, etc. Nous, à l'ADI, on a développé un petit outil assez basique sur quelques questions qui vous permet de vous positionner et de voir quel est le statut juridique le plus adapté à votre situation. Donc, c'est un quiz très, très simple et facile d'utilisation que j'ai mis dans le chat pour que vous puissiez potentiellement essayer de trouver le statut juridique adapté à votre situation. Voilà, Kevin, peut-être je te laisse si tu veux la main pour la suite. Et moi, je vais m'attacher à répondre aux questions dans le chat directement, si ça vous va. Ok, ça marche. Super. Du coup, moi, je vais plutôt vous présenter tout ce qui va concerner donc le moment de la création de votre entreprise, le moment où vous aurez effectué les différentes études préalables et vous aurez choisi votre statut juridique pour pouvoir vous lancer directement et démarrer votre activité. Donc, il y a plusieurs options tout d'abord qui vont se présenter à vous. Au niveau du statut juridique, ça va être de déterminer si vous souhaitez exercer tout seul ou vous associer avec d'autres personnes pour développer votre entreprise. Là, je vais vous présenter au niveau de la micro-entreprise. Donc, c'est le statut de auto-entrepreneur. C'est le même nom aujourd'hui, ça s'appelle micro-entreprise. Donc, c'est un statut qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus allégé. Il y a moins de formalités pour pouvoir créer votre entreprise et vous avez notamment certaines obligations qui sont simplifiées, notamment les différentes obligations de comptabilité. Alors, pour créer la micro-entreprise, ça va dépendre de votre type d'activité. Il y a 3 types d'activités qui sont possibles, l'activité libérale, l'activité commerciale et l'activité artisanale. En fonction de cette activité, vous aurez plus ou moins de documents à présenter. Tout d'abord, pour l'activité libérale, ce sera le scénario le plus simple. Dans ce cas-là, il vous faut vous inscrire à l'URSSAF, ce sera le centre compétent pour créer votre micro-entreprise. Et vous n'aurez qu'à présenter votre pièce d'identité et le formulaire de création de la micro-entreprise. Si votre activité est commerciale ou artisanale et non réglementée, dans ce cas-là, ce sera auprès du registre du commerce et des sociétés ou le répertoire des métiers. Et vous aurez à présenter donc votre pièce d'identité, l'attestation de non-condamnation et un justificatif de domicile. Si jamais, par contre, vous avez une activité artisanale qui est réglementée, c'est notamment, par exemple, le cas de la maçonnerie ou de différentes activités qui impliquent une certaine connaissance du domaine et une certaine pratique
pour ne pas faire de la publicité mensongère et que, par exemple, cette activité ne soit pas véritablement artisanale. Dans ce cas, il vous faut fournir l'ensemble des documents ainsi qu'un justificatif de qualification pour l'activité et votre inscription sera à faire à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vais rapidement vous mettre un lien vers les fiches pratiques qu'on a sur le statut d'auto-entrepreneur, donc la micro-entreprise. N'hésitez pas à le consulter pour choisir. Alors, hop, je le mets dans le chat. Je vais également regarder si vous aviez peut-être des questions à ce niveau-là. Il n'y en a pas eu de nouvelles depuis que tu as commencé à parler. D'accord, ok. Il y a juste Pas relativement à ce que tu dis en fait. Ouais, juste pour celle-là. Bonjour, je suis étranger et maintenant j'ai un visa étudiant. Est-ce que je peux créer mon entreprise? Merci beaucoup. Juste rapidement pour cette question, donc vous pouvez créer votre entreprise si vous êtes étudiant, dans le sens où vous pouvez être associé de celle-ci. Malheureusement, il y aura certaines conditions pour pouvoir être notamment dirigeant de la société. Il vous faudra le visa étudiant il ne sera pas possible d'être dirigeant avec un visa étudiant. Sachez que dans tous les cas, si vous êtes résident d'un État membre de l'Union européenne, dans ce cas-là, vous n'avez pas à présenter le visa. Alors, je vais passer du coup après la micro-entreprise, donc qui est plus simple. On a maintenant la création de société, donc qui est des formalités beaucoup plus conséquentes et plus fastidieuses que la micro-entreprise. Donc, pour définir tout d'abord votre forme sociale, donc le type de société que vous allez choisir, n'hésitez pas à utiliser l'outil de l'ADI ou également à demander conseil. Donc nous, on a justement, comme le disait Florent, des juristes qui peuvent vous renseigner sur les différents statuts juridiques qu'il vous est possible de choisir en fonction de votre activité notamment. Donc pour la création de société, il y a beaucoup plus de documents à fournir. Il y a tout d'abord les statuts de la société. Donc c'est l'ensemble des règles qui vont régir votre société. Par exemple, quelle est votre dénomination, quel est votre siège social, quels sont les types de parts qui sont utilisés, comment céder ces parts-là. C'est l'ensemble des règles qui vont régir la vie de votre société. Il vous faudra fournir ensuite une attestation de dépôt des fonds pour le capital social. On en parlera un petit peu après du capital social, mais il vous faudra effectivement bloquer un certain montant. C'est ce qu'on appellera le capital social et c'est ce qui représentera en quelque sorte la fiabilité financière de votre société, même si ce capital social, dans la plupart des activités, n'a pas à être très conséquent. Il vous faudra fournir ensuite un justificatif de domicile, ou alors un bail commercial ou un contrat de domiciliation, en fonction de ce que vous avez choisi pour la domiciliation de votre société. Ce sera le siège social, donc ce sera l'adresse de votre société. Il vous faudra ensuite fournir une pièce d'identité pour le dirigeant de la société. Vous avez l'obligation de nommer un dirigeant. Il vous faudra ensuite une déclaration de non-condamnation pour ce dirigeant-là. Pour le coup, c'est un simple formulaire à remplir, une sorte d'attestation sur l'honneur. Il vous faudra rédiger ensuite une liste des bénéficiaires effectifs de la société. C'est une nouvelle obligation depuis 2017. Tout associé de la société qui détient plus de 25% doit se déclarer sur cette liste-là auprès du greffe, donc auprès de l'administration. Enfin, il y aura un formulaire M0 qui sera à remplir. C'est un formulaire assez complet qui renseigne toutes les formalités, les différentes informations sur votre société pour que le greffe puisse créer votre société. Pareil, je vais vous mettre un petit lien pour les fiches pratiques sur tout ce qui est création de société. Je vais regarder également s'il y a des questions qui sont passées. C'est assez difficile de voir le chat en même temps. Alors, je sais qu'il est possible d'avoir plusieurs activités différentes dans une seule micro-entreprise, par exemple libérale et commerciale. Comment faire quand on a créé auprès de l'URSSAF sa micro-entreprise d'activité libérale pour ajouter l'activité commerciale à cette même micro-entreprise? Dans tous les cas, l'activité qui va être... il y a une activité principale qui sera l'activité principale de votre micro-entreprise qui sera retenue. Ce sera auprès de celle-ci qu'il faudra se déclarer. Donc, si votre activité est principalement libérale, dans ce cas-là, vous restez auprès de l'URSSAF. Si elle est principalement commerciale, il faudra effectivement vous enregistrer auprès du registre des sociétés. Pour être sûr, le mieux est de contacter les différentes administrations. N'hésitez pas à contacter l'URSSAF pour toute information à ce sujet. Ils sont assez réactifs normalement, un petit peu moins en cette période délicate de crise sanitaire, mais dans tous les cas, ils pourront répondre à toutes vos questions là-dessus. Alors, je regarde une deuxième question. Donc, liste des bénéficiaires effectifs de la société. Je n'ai pas bien compris quelles sont les infos qui figurent et à qui est-elle donnée. Donc, c'est une nouvelle obligation donc, qui a été créée en 2017. C'est avant tout pour lutter contre notamment le blanchiment d'argent et les différentes possibilités d'évasion fiscale.
c'est une déclaration donc sur les personnes qui détiennent 25% d'une société. Il vous faudra déclarer donc votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance, votre domicile et votre pourcentage de détention de parts dans la société, si vous en détenez plus de 25%. Elle est communiquée donc au service du registre du commerce et elle sert dans tous les cas à l'État justement à pouvoir plus efficacement lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Est-ce que j'ai raté une autre question peut-être? Alors oui, une question de Malik. Quel délai pour la création et obtenir une immatriculation? Peut-on commencer à engager des dépenses et ensuite les enregistrer dans la société? Alors pour la création, tout va dépendre du coup de où vous en êtes dans votre projet. Si vous avez déjà préparé la plupart des documents, dans ce cas-là, ça va principalement être les délais de traitement du greffe qui en ce moment sont rallongés, mais ce n'est pas un délai qui est à prendre en référence. Je dirais qu'en règle générale, c'est 72 heures le délai de traitement du greffe pour obtenir le CABIS et donc obtenir le certificat comme quoi votre société est bien créée, vous permettant de démarrer votre activité. Pour les dépenses avant la création de la société, dans tous les cas, vous pourrez récupérer celles-ci si ces dépenses étaient nécessaires à l'immatriculation et à la création de votre société. Dans ce cas-là, vous pourrez directement le renseigner dans vos statuts ou en annexe à vos statuts constitutifs et vous permettront du coup de justifier que vous avez bien fait ces dépenses-là pour la création de votre société. Le mieux au préalable, c'est dans tous les cas de tout garder, de garder tous les justificatifs et de se créer un dossier pour pouvoir plus facilement par la suite l'indiquer dans les statuts constitutifs. Alors, je vais regarder une autre question. Peut-on présenter l'attestation de dépôt des fonds après avoir immatriculé la société? Alors, après avoir immatriculé la société, cela pour ouvrir un compte bancaire au nom de la société. Alors, vous êtes obligé d'avoir l'attestation de dépôt des fonds avant la création de la société. Il faut que vous puissiez prouver en effet au greffe que vous aviez bien bloqué le capital social. À défaut, le greffe ne pourra pas accepter d'immatriculer votre société. Ça, dans tous les cas, une fois que vous aurez l'extrait CABIS, donc la preuve que votre société est bien créée, vous pourrez retourner auprès de votre banque pour débloquer le capital social et notamment créer un compte professionnel qui servira donc de compte courant pour la société elle-même, au nom de la société. Je regarde du coup une dernière question, peut-être que je vais avancer après. L'ouverture d'un compte bancaire pour l'entreprise peut-il être fait dans une banque avant d'avoir eu la réponse des banques pour le financement de l'entreprise? Alors tout va dépendre de la temporalité en fait du lancement de votre activité, mais bien évidemment l'attestation de dépôt des fonds sera différente du projet de financement. Peut-être que l'ADI pourra plus vous renseigner sur cette question de financement. Aussi. Ouais, je suis parmi vous, pardon, il y a un petit temps entre le moment où j'active le micro et où je peux parler. Du coup, c'était la question de Laura, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, savoir par rapport à la réponse des banques pour le financement, quand est-ce qu'on peut du coup lancer son activité ou son entreprise? À mon sens, effectivement, avant l'étape même d'immatriculation, il est préférable de solliciter un financement, de solliciter les financements avant l'immatriculation, parce que si on s'immatricule mais qu'on n'a pas les financements derrière, ça risque de compliquer un peu le démarrage du projet. Donc effectivement, l'étape demande de financement se fait plutôt avant l'immatriculation. Oui, voilà. Ok. Alors, je vais passer du coup à la prochaine partie. Donc là, je vais plutôt vous expliquer dans le détail ou vous apporter certaines informations à garder en tête pour le capital social de votre société. Donc, qu'est-ce que le capital social? Comme je l'ai dit, le capital social, ça va être une image de la fiabilité financière de votre société. En règle générale, plus vous avez un capital social qui est fort, plus vous renvoyez au tiers une image renforcée de sécurité financière, même si il est tout à fait courant d'exercer son activité avec un faible capital social, par exemple de 100 euros ou de 1000 euros. C'est le cas de la plupart de nos clients. En règle générale, le capital social n'excède jamais 1000 euros ou 2000 euros, par exemple. L'intérêt du capital social, c'est qu'en échange de ce capital social, vous allez obtenir des parts
C'est comme ça que va être définie la répartition des différentes parts entre les associés de la société. Plus vous aurez de parts, donc plus vous aurez de pourcentage dans le capital social. Et si vous augmentez votre capital social, vous pouvez augmenter le nombre de parts dont vous disposez. Le capital social minimum, il est de 1 euro, donc il n'y a aucun problème à avoir un capital social qui est très faible. Certaines activités, dans tous les cas, ne nécessitent pas, comme je l'ai dit, d'avoir un capital qui est fort. Ce n'est pas une nécessité. Également, vous n'avez pas, lors de la création, à déposer tout le capital social en une fois. Il vous est possible de déposer seulement la moitié de ce capital-là. Vous aurez ensuite un délai qui est de 6 mois, pour pouvoir libérer le reste du capital. Donc libérer, c'est-à-dire déposer le reste du capital. Il est possible également vous n'êtes pas obligé de passer seulement par une somme d'argent. Il y a différents types d'apports qui peuvent être effectués. L'autre plus courant, c'est un apport d'un bien, donc c'est ce qu'on appelle un apport en nature. Vous pouvez du coup mettre ce bien à la disposition de la société et en bloquer la valeur dans le capital de la société et donc obtenir des parts en échange de ce bien. Juste une petite alerte là-dessus. Ce que la plupart de nos clients cherchent à éviter à tout prix, donc c'est d'avoir à nommer un commissaire aux apports. Un commissaire aux apports, qu'est-ce que c'est? C'est un expert comptable qui va évaluer la valeur du bien. Il y a certaines conditions légales qui font que vous serez obligé de nommer cet expert comptable, ce commissaire aux apports, si par exemple votre bien est d'une valeur supérieure à 30 000 euros, ou si la valeur de ce bien représente plus de 50% de ce que vous aviez prévu de mettre au capital social. L'expert comptable commissaire aux apports est extrêmement cher pour cette prestation, donc c'est quelque chose qu'on cherche à éviter, donc à garder à l'esprit lorsque vous allez décider de votre capital social et du type d'apport que vous souhaitez effectuer. Je vous mets également... Je l'ai préparé, je la mets dans le chat. Ok, d'accord, Voilà. la fiche pratique, parfait. Ouais, là je vous ai mis toutes les fiches pratiques sur le capital social qu'on a pu écrire chez Legal Start, donc vous arrivez sur un menu où il y a différentes fiches pratiques. Il suffit juste de cliquer celle qui vous intéresse et de la lire. C'est en moyenne entre 3 et 5 minutes de temps de lecture par fiche, pour la petite information. Ok, je regarde s'il y a eu une question du coup sur le capital social, il me semble pas. Alors, on y a plus ou moins répondu avec Austin, si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Non, là il y en a une. Pour une entreprise d'insertion, doit-on aussi prévoir un capital social? Toute entreprise doit avoir un capital social. Dans tous les cas, ce sera obligé, c'est indépendant de l'activité que vous allez exercer en fait. C'est l'un des éléments caractéristiques de toute société. Sans ça, elle n'aurait pas d'identité. Donc oui, effectivement, vous aurez l'obligation de prévoir ce capital social. Concernant le calcul du capital social, qu'est-ce qui doit être inclus, s'il vous plaît? Alors, dans le sens inclus, par rapport à la décision de choisir le montant du capital social, ça va être donc de la nécessité d'avoir un capital social fort. Par exemple, si vous souhaitez obtenir certaines aides ou certains financements, il y aura peut-être des conditions de capital social minimum à respecter. Par exemple, ce qui me vient en tête, j'ai eu le cas la semaine dernière d'une personne qui souhaitait avoir un financement auprès de l'industrie du cinéma. Il devait avoir un capital social minimum pour pouvoir bénéficier des différentes aides à ce sujet. De mémoire, c'était 3 000 euros minimum de capital social. Donc, à vérifier en fonction de votre activité et des pistes de financement que vous avez envisagées, s'il n'y a pas des prérequis à ce niveau-là. Sinon, de manière générale, vous pouvez fixer le capital social que vous souhaitez. Voilà, donc je vais passer à la suite. Maintenant, on va parler plutôt du siège social, puisque c'est la deuxième question qui revient le plus souvent de nos clients, ce qui pose généralement également le plus de problèmes. C'est comment décider d'où fixer son siège social et où est-ce qu'on a la possibilité de le fixer. Il est possible de fixer le siège social au domicile du dirigeant de la société. Si par exemple vous avez une SAS, dans ce cas, ça sera le président. Si vous avez une SARL, ce sera le gérant. En sachant que ça doit être votre domicile personnel, donc il faudra fournir un justificatif de domicile, ou si jamais vous n'êtes pas propriétaire, il est possible que le greffe vous demande une attestation de votre propriétaire pour vous autorisant du coup à fixer le siège social à votre domicile. Il vous est possible également, si jamais vous êtes hébergé chez un proche, c'est-à-dire si les justificatifs de domicile ne sont pas à votre nom,
mais à ceux, par exemple, de votre épouse ou époux, vous pourrez, et vous est tout à fait possible de fixer votre siège social quand même à votre domicile. Il vous faudra juste une attestation de votre hébergeur, donc époux ou épouse, par exemple, à fournir au greffe. Si vous n'avez pas la possibilité de le fixer à votre domicile, ou si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez fixer votre domicile via une société de domiciliation. Donc, ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans la mise à disposition de locaux pour le siège social. Ils proposent des contrats de location qui sont peu onéreux, comptés entre 20 et 40 euros par mois pour pouvoir fixer ce siège social dans ces adresses-là. L'avantage, c'est que ça vous permet de choisir la localisation. Beaucoup de nos clients, par exemple, choisissent une localisation sur Paris. Il y a des sociétés de domiciliation qui en proposent dans des quartiers prestigieux ou des centres d'affaires, comme par exemple Boulevard Haussmann. Et ça leur permet du coup d'avoir cet avantage-là supplémentaire. Ça permet également, et ça c'est un avantage essentiel, de garder le domicile du dirigeant confidentiel et anonyme, même si il sera possible, parmi le registre du greffe, de voir l'adresse du président. En tout cas, ça n'apparaîtra pas, par exemple, sur les différentes factures. Enfin, il vous est possible de fixer votre siège social via un bail commercial. Donc là, ce sera directement, c'est notamment par exemple le cas si vous avez une activité qui se prête à une location commerciale. Dans ce cas-là, vous n'aurez qu'à fournir le bail au greffe et il n'y aura pas de souci pour pouvoir y fixer votre siège social. Et vous pourrez garder du coup votre domicile également tout à fait anonyme. Voilà, je vais regarder s'il y avait quelques questions. On a des fiches pratiques également sur le siège social. Je ne sais pas si tu les as trouvées, Flo. Sinon, je les ai. Je vais les mettre. J'ai pas anticipé, mais je vais les mettre. Ça marche. Peut-on fixer le siège social provisoirement à son... attendez. Peut-on fixer le siège social provisoirement à son domicile, même si la copropriété ne autorise pas l'exploitation commerciale des locaux? Alors, malheureusement, si vous avez des règles de copropriété qui vous interdisent d'exploiter commercialement le domicile que vous louez, dans ce cas-là, ce ne sera pas possible. Essayez tout de même, il est possible d'obtenir une dérogation de la part de la copropriété. Mais ça devra sûrement être voté en assemblée générale de la copropriété, donc ça risque d'être délicat à obtenir. Pareil pour les domiciles personnels, si jamais vous êtes en location personnelle sur votre bien et que le bail de location indique clairement que la destination des locaux n'est pas à usage commercial, dans ce cas-là, il vous faudra obtenir l'attestation de la part de votre loueur. Alors, je regarde pour d'autres questions. Il me semble qu'il n'y avait peut-être pas de questions. Ok. Donc, pour cette partie-là, c'est bon. Enfin, donc sur la création d'entreprise, là, c'est ce que nous, on vous propose. Quelle va être, du coup, vos différentes démarches si, par exemple, vous décidez de passer par Legal Start. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de documents qui sont à fournir. Il y a énormément de formulaires qui sont à remplir. Nous, ce qu'on propose, c'est de dématérialiser ça et donc c'est d'apporter une solution de simplicité aux différents entrepreneurs. Donc, vous allez pouvoir directement sur notre site internet créer votre dossier. Vous allez accéder à un questionnaire où on va vous demander certaines informations simplifiées sur votre projet, sur la société que vous envisagez de créer. Vous n'aurez qu'à remplir à ce rapide questionnaire. Vous pourrez ensuite télécharger les différents documents. Et ces documents seront revus par un formaliste qui adressera le tout auprès du greffe, qui fera le suivi auprès du greffe, préparera les différents documents, répondra aux questions du greffe s'il y en a, jusqu'à l'obtention de votre cabis et donc la création de votre société. Et là, il vous l'adressera et tout sera prêt, en sachant que au fur et à mesure, bien évidemment, donc vous aurez un formaliste dédié qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions, qui pourra vous renseigner sur les différents documents, vous assister pour l'obtention des différents documents si nécessaire, et véritablement vous accompagner de A à Z. C'est voilà la solution que nous on propose. En termes de documents, vous n'aurez qu'à charger la pièce d'identité du dirigeant, l'attestation de dépôt des fonds. Là-dessus, on propose une mise en relation donc avec des banques partenaires, le justificatif de domicile, bail commercial ou contrat de domiciliation en fonction de ce que vous avez choisi. Et pour le reste, on s'occupe de tout. Donc voilà. Sur les avantages de cette solution, donc comme je vous l'ai dit, c'est que la solution est beaucoup plus simple et rapide. C'est vraiment notre objectif, c'est de rendre ces démarches qui avant étaient fastidieuses, où la plupart des personnes devaient passer par un avocat.
ce qui coûtait extrêmement cher, ce qui nécessitait beaucoup de travail en amont et beaucoup de temps perdu. Là, tout est plus simple, tout est plus rapide. On s'occupe de la préparation des différents documents, on vous répond à vos questions, on vous accompagne. Si jamais ça vous intéresse, donc on a 2 offres qui sont disponibles pour les créations de sociétés, à 129 € pour la première offre et 249 € pour la premium. Les 2 offres ont en fait un suivi qui est différent, le premium ayant un suivi plus rapide et une réponse sous 48 heures garantie pour l'obtention du CABIS. N'hésitez pas, du coup, on a mis en place un coupon de réduction pour l'ADI. Donc, c'est le coupon ADI50 qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur nos frais de service. N'hésitez pas à en bénéficier. Et dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas également à consulter nos fiches pratiques qu'on vous a mis en lien qui sont gratuites et que vous pouvez librement consulter et surfer. Je vais prendre le temps de répondre également aux différentes questions. Je vois qu'il y en a plusieurs. Alors, d'un point de vue fiscal, vaut-il mieux le domicile à déduire la charge de son domicile ou une domiciliation? Doit-on être présent physiquement dans une domiciliation ou est-ce une présence fiscale? Alors, donc, tout d'abord, pour la première partie de la question, est-ce qu'il vaut mieux le domicile à déduire à la charge de son domicile ou une domiciliation? Donc, pour la déduction du domicile, il y a un calcul qui sera à faire. Il vous est possible, effectivement, si jamais vous avez créé votre société à votre domicile personnel, passer, par exemple, un contrat de location entre vous, personne physique, et votre société pour la location de votre domicile, et donc ainsi bénéficier d'une réduction des charges sur votre société. Ce sera un calcul qui sera à faire, malheureusement, pour le coup, il vous faudra voir ça en amont au préalable et vous poser la question pour faire le calcul. En sachant que voilà, la domiciliation également, voilà, le contrat de domiciliation, les frais de ce contrat de domiciliation seront une charge pour la société, donc pourront être déduites également. Pour la deuxième partie de la question, doit-on être présent physiquement dans une domiciliation ou est-ce une simple présence fiscale? Peu importe à partir du moment où il s'agit bien de votre domicile personnel, c'est-à-dire que vous pouvez justifier du fait que vous y habitez, donc par un justificatif de domicile. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions là-dessus. Il me semble pas. Est-ce que j'ai raté des questions, si vous en avez vu? Je crois pas. En tout cas, ça m'a pas. Ça m'a l'air bon. Non, ça m'a l'air bon. Je réponds juste à la question peut-être d'Amélie. Si nous sommes intéressés, cette dépense peut-elle être comprise dans le financement de la banque? Alors Amélie, les pratiques sont souvent différentes en fonction d'une banque à l'autre. Globalement, généralement, les banques demandent souvent à ce que les frais de création d'entreprise soient pris en charge par le porteur de projet ou la personne qui souhaite créer cette entreprise. Donc, il sera peut-être demandé à ce que vous puissiez, avec votre apport personnel, financer cette dépense. Mais il se peut que des banques acceptent de l'intégrer. En tout cas, encore une fois, nous, si vous sollicitez un financement à l'ADI, il est possible d'intégrer cette dépense dans votre plan de financement sans qu'on vous demande de le financer. Donc c'est quelque chose de possible. Je dirais juste qu'en gros, les pratiques sont différentes. Et je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, du coup. Je vais juste rebondir sur le prix de nos formules pour une création de société. Donc là, comme l'a dit Kevin, ça concerne uniquement la création de société. Pour une micro-entreprise ou auto-entreprise, il faut après diviser par 2, c'est moins cher. Et il faut aussi bien comprendre que ces prix qui sont affichés ici, je sais pas si je vois qu'on écrit, non, ça marche pas. Bon, les prix qui sont affichés ici sont des prix qui concernent nos prestations de services Legal Start et qui ne comprennent pas les frais administratifs obligatoires qui vont être les frais de dépôt de dossier au greffe et les frais d'annonce légale qu'il faut ajouter à ces frais-là. Nous, ce qu'on se propose, c'est de les récupérer pour vous. Vous allez payer un total qui est un petit peu plus cher que ça. Et ensuite, on s'occupe, comme l'a dit Kevin, de toutes les formalités de matriculation, dont l'annonce légale, le greffe, etc., etc. Et donc, c'est sur ces prix-là que s'appliqueront, si vous l'utilisez et que vous créez votre société, le code promo ADI50. Et donc, qui enlève du coup 50% qui divise par 2 les prix susmentionnés. Voilà. Kevin, je pense que je peux enchaîner. Du coup, tu avais terminé. Ouais, bien sûr. Ok.
Merci beaucoup du coup pour toutes les explications donc sur la création de société. Là, on va juste faire un petit pas en arrière. On va s'intéresser, donc comme je vous disais au tout début de présentation, au service de Legal Start dans son ensemble. Donc et non plus justement juste le service de création de société ou de micro-entreprise. Donc on a différents niveaux de service. Legal Start peut être divisé en 4 briques. La première étant information gratuite. Donc je l'ai mentionné plusieurs fois, on vous en a envoyé plusieurs dans le chat. On dispose sur le site d'énormément de contenus gratuits qu'on met à votre disposition gratuitement, donc qui sont des fiches pratiques, des guides, des outils, même un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, etc., etc. Et tout cet espace est donc gratuit et à votre disposition en amont de la création ou de la création de votre société ou de votre micro-entreprise. Ensuite, le point 2, c'est tout ce dont Kevin a plus ou moins parlé, donc tout ce qui est relatif aux démarches juridiques et administratives. Donc, Legal Start se propose de prendre en charge toute cette partie très chronophage et un peu compliquée pour vous. Donc, que ce soit dans le cadre d'une création d'entreprise ou de société, que ce soit dans le cadre d'une modification d'entreprise, d'un dépôt de marque ou d'un dépôt de logo, de recouvrement d'impayés, si jamais vous en avez, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, ou par exemple la rédaction de contrats commerciaux, ou également de contrats de travail, CDI, CDD. Donc, toutes ces prestations sont proposées sur Legal Start et fonctionnent en ligne de la même manière que ce qu'a décrit Kevin juste avant. Donc, c'est vous allez sur le site de Legal Start et vous cliquez sur, par exemple, je veux rédiger un contrat de travail à durée indéterminée pour un employé. Vous répondez à un petit questionnaire et nous, avec la technologie, on s'occupe pour vous de rédiger ce contrat. Et de la même manière pour la création de société, la modification de société, le dépôt de marque, etc., etc. Le troisième niveau de service va être plus de l'accompagnement sur la durée. Donc, on se propose pas juste uniquement de rédiger vos statuts de société et de créer votre société. On se propose également de vous accompagner pendant et après la création. Donc, on met à votre disposition des juristes. On a une hotline téléphonique, donc vous pouvez appeler tant que vous êtes abonné au service. Vous pouvez appeler en illimité tous les mois nos juristes et leur poser des questions sur toutes les thématiques, toutes les problématiques que vous pouvez avoir relatives à votre société ou à la vie de l'entreprise en général. Et également, on a une plateforme de comptabilité qu'on peut vous proposer. Et enfin, un service qui s'appelle Service Obligations Juridiques, qui est un abonnement à l'année qui vous permet d'être un petit peu plus serein sur tout ce qui va être obligations juridiques, fiscales, relatives à votre société, qui va comprendre une modification statutaire, etc., etc. Et enfin, la troisième brique de service, si on peut dire, ne concerne pas directement Legal Start, mais plutôt notre réseau d'experts et de partenaires. Kevin l'a mentionné tout à l'heure pour le dépôt de capital. On travaille avec des banques on vous propose d'être mis en relation avec nos partenaires bancaires pour que vous puissiez déposer facilement votre capital. Et de la même manière, on travaille avec des avocats, des assurances, une mutuelle. Par exemple, si vous êtes commerçant, on a un partenaire qui vous permet de encaisser les paiements facilement, etc., etc. On dispose de tout un réseau, tout un portefeuille de partenaires vers qui on se propose de vous mettre en relation totalement gratuitement si vous le souhaitez lorsque vous créez votre société ou votre entreprise. Voilà, j'ai terminé sur le service de Legal Start. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vais rendre la parole du coup à Hossein pour la slide suivante. Micro. Ouais, on t'entend. Ok, merci, merci Florent. J'ai pas regardé s'il y avait des questions, pardon, je suis désolé, mais je crois qu'il y en avait, enfin j'ai un petit peu regardé de temps en temps, il n'y en avait pas. Excuse-moi. Je crois qu'il y a une question de Sophie, du coup, pour notre entreprise, mais je ne sais pas si peut-être Kevin a répondu juste à l'instant. Parfait. Super. Okay, merci Florent. Du coup, donc très rapidement, il y avait peut-être quelques questions sur comment aujourd'hui je peux faire pour trouver des partenaires qui peuvent m'accompagner potentiellement. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité aujourd'hui de solliciter votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi pour solliciter les différentes aides disponibles pour vous aider à monter votre projet de création d'entreprise. Si vous êtes en poste et que vous souhaitez mettre en place, vous êtes dans une phase de création d'entreprise, je vous incite fortement à solliciter plutôt une rupture conventionnelle plutôt qu'à démissionner, puisque ça vous permettra derrière d'accéder plus facilement à des aides au chômage, tout simplement. Même si aujourd'hui, on a la possibilité de bénéficier des ARE, des allocations de retour à l'emploi, si on démissionne de son entreprise pour un projet de création d'entreprise, il est tout de même préférable, moi je conseille fortement plutôt de passer par une rupture conventionnelle.
Vous avez du coup un partenaire qu'on appelle les boutiques de gestion qui proposent aussi des formations et des stages à destination des personnes qui souhaitent mettre en place leur projet de création d'entreprise. Et puis, vous avez également toutes les chambres consulaires. Donc, en fonction de votre projet, si vous êtes plutôt dans le commerce, ça va plutôt être les chambres du commerce et de l'industrie, ou bien pour les artisans, la chambre des métiers de l'artisanat, ou bien pour les personnes qui se lancent dans des métiers plutôt agricoles, les chambres des agriculteurs. Et puis, je vous renverrai bien évidemment la présentation pour que vous puissiez la voir. Et donc, vous aurez accès aux différents liens avec notamment des ressources vers soit une fiche pratique de l'ADI, soit une ressource de BPI France Création qui vous permet d'avoir des idées un peu plus claires sur les aides disponibles aujourd'hui et les organismes qui peuvent vous accompagner. Pardon. Juste de coup, donc on arrive pratiquement à la fin de ce webinaire sur la suite et ça permet justement de répondre à une des questions de Chiara à laquelle j'ai répondu. Comment continuer à monter votre projet à distance? Sachez que nous, alors, on a tout un cycle de webconférences à venir qui est disponible sur notre site adi.org. Je vais vous intégrer là directement le lien vers nos futures webconférences. Donc, vous pourrez bien évidemment vous y inscrire et assister à ces webconférences. Pour celles et ceux qui ne trouveraient pas leur bonheur dans le programme à venir, sachez qu'on a déjà pratiquement une trentaine de webconférences enregistrées et disponibles sur notre page YouTube. Donc, vous pourrez directement les visualiser et les revisualiser. On a également une page Facebook qu'on appelle Adi, le coin des entrepreneurs malins. C'est une page Facebook qui est à qui vous est destinée, justement, qui permet à toutes les personnes, qui soient porteurs de projets, qui soient déjà installés, de pouvoir échanger sur leurs pratiques et de pouvoir communiquer un peu sur leurs projets. Vous avez bien évidemment toutes les ressources disponibles sur le site de l'ADI avec toutes nos fiches pratiques. On en a une soixantaine déjà disponibles. Du coup, à ça s'ajoutent en plus toutes les fiches pratiques disponibles sur le site de Legal Start. Tout à fait. Et puis, on a également une boîte mail dédiée pour que vous puissiez être accompagné, même à distance, sur un service juridique qu'on a mis en place, qui est disponible toutes les après-midi. Et donc, on vous répond soit par mail, soit par téléphone. Vous pouvez nous envoyer un mail hotline à l'adresse hotline.accompagnement@adi.org pour pouvoir justement solliciter nous solliciter justement pour que vous puissiez être accompagné dans votre projet. Je fais un dernier tour là sur le chat pour voir s'il y a eu des questions entre-temps. Laura, est-ce que France Initiative peut m'accompagner peut accompagner le projet? Alors, il me semble qu'ils peuvent proposer un accompagnement pour vous aider à finaliser votre projet, mais ça dépend des territoires, il me semble. Hop, on a Sabine, je suis titulaire dans la fonction publique territoriale. La rupture conventionnelle n'existe pas dans ce domaine. Comment faire? Alors Sabine, nous, on a développé une fiche pratique un peu spécifique qui précise justement les modalités d'accès pour toutes les personnes qui souhaitent mettre en place un projet de création d'entreprise et qui démissionnent de leur poste. Alors je ne sais pas si par contre ça concerne aussi les personnes qui sont dans la fonction publique. Faudrait peut-être que vous creusiez sur ce point-là, mais en tout cas, je vous mets la fiche pratique qui vous explique un peu ces modalités et ces aides. Alors, Delphine, le Facebook dont je parle, c'est cette page Facebook, donc c'est Adi le coin des entrepreneurs malins. Vous pouvez justement vous demander l'inscription à cette page Facebook. Et je crois qu'il y a une question. Alors, Soma, comment connaître les comptes de résultats des concurrents? Alors, parfois, du coup, il y a certaines informations qui sont parfois publiées sur le site société.com, mais parfois, du coup, c'est pas forcément évident d'aller à la source aux infos. En dehors de cette petite astuce, j'ai pas d'autres éléments malheureusement à communiquer.
Alors, Sérafima, oui, donc j'ai vu que l'ADI proposait une formation certifiante suite à l'accompagnement. Cette option sera-t-elle disponible après la sortie du confinement? Oui, cette formation restera disponible. Donc, c'est une formation Je deviens entrepreneur qui permet en 1 à 2 semaines d'être formé sur la création d'entreprise et de pouvoir finaliser le montage de votre projet de création d'entreprise. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce chat. Kevin, Florent, vous avez peut-être un petit mot de conclusion et un Ouais. message peut-être très positif ou d'encouragement à communiquer à ceux qui nous ont écoutés. Oui, bah, déjà, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Je vous souhaite bon courage pour vos projets à venir de création. J'espère que ce sera pas trop impacté par la crise qu'on vit actuellement, qui, j'espère, sera finie d'ici 1 mois ou 2. Et pour juste rebondir là-dessus au sujet de la crise, Legal Start crée beaucoup de contenu en ce moment gratuit, toujours sur toutes les aides qui sont apportées aux entrepreneurs et pendant cette crise-là. Donc, si vous posez des questions vis-à-vis de ça, n'hésitez pas à aller voir notre groupe Start Community sur Facebook, sur lequel on poste du contenu sur toutes les mesures de l'État relatives à la crise pour justement vous accompagner à mieux créer ou à mieux gérer votre entreprise si elle est déjà créée pendant cette période. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et bon courage pour les semaines à venir. Pareil que Florent, merci beaucoup à tout le monde et en espérant vous revoir bientôt. Super, merci beaucoup à vous deux pour votre disponibilité, pour les conseils, je pense, qui ont été très riches fournis aux participants. Merci encore à vous toutes et à tous. Bon courage en tout cas pour la suite de votre projet. C'est en tout cas une bonne occasion là sur cette période de prendre du temps pour soit améliorer ou approfondir votre projet, soit prendre du recul un peu pour les personnes qui ont déjà démarré leur activité, prendre un peu de recul sur leur activité pour pouvoir aussi justement soit changer de stratégie, soit mettre en place une nouvelle stratégie commerciale. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci encore à Kevin et Florent pour votre apport. Merci Pour à toi. votre expertise. Et je vous envoie bien évidemment toute la présentation et je mettrai en copie du coup Kevin et Florent si ça vous va de cet envoi de mail pour que les participants puissent avoir vos coordonnées si besoin. Avec plaisir. Merci Super. beaucoup aussi. Merci à tous. Bonne journée à vous tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà. Ciao. Ciao.